Bonjour à tous, bienvenue pour ce 8e épisode de On Air, l'émission dédiée à Airtable et à son écosystème. J'espère que vous allez bien en ce 1er février 2022. Beaucoup de choses aujourd'hui. Il y a eu beaucoup de grosses nouvelles sur Airtable ce mois-ci et puis je vous ai préparé 2-3 petits trucs, j'espère que ça vous plaira. Salut Baudouin, M, j'espère que tu vas bien. Tu nous viens d'où, Baudouin? Moi, je suis d'Arras, le Nord en force. Région parisienne, comme beaucoup, évidemment. On va laisser juste 2-3 minutes, puisqu'il est même pas encore 13 heures. Qu'est-ce que je vais vous dire? C'est que j'espère que je vais pas devoir quitter le live précipitamment, parce que ma compagne est sur le point d'accoucher, donc on va voir. Mais sur le principe, normalement, ça devrait tenir jusqu'à la fin du live. Coucou Bilou No Code. Bienvenue sur ce live. On va commencer pépère avec la partie. En fait, je vais reprendre le format. Salut Martial. Je vais reprendre le format de la semaine dernière que je pense est assez bon en proposant différentes sections. Donc, il y aura une session revue de presse comme la semaine dernière. Ensuite, on fera une session plus pour les débutants sur les erreurs classiques dans les formulaires pré-remplis. On parlera du Web Clipper Airtable, qui est quelque chose que les gens n'abordent pas souvent et en fait, ça peut être intéressant pour certains usages. Et puis enfin, on reviendra sur les tips pour les freelances et les clients des freelances, sachant que c'est un petit peu une synthèse des posts que j'ai pu faire sur LinkedIn. Et puis ça m'intéresse de savoir un peu ce que vous en pensez. Voilà. Est-ce qu'au niveau de la connexion, ça va? Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que ça rame? Ou ça ne rame pas? Parce que j'ai des petits problèmes de connexion. Ok, c'est nickel. Super. Alors, entre chaque session, je vais juste prendre le temps d'écrire les temps. Parce qu'en fait, chaque section sera disponible sur YouTube. Parce qu'en fait, il reste sur Twitch pendant 2 semaines. Puis ensuite, ça part de Twitch. Et donc, en fait, je vais mettre sur YouTube chaque semaine une des sections qui aura été abordées dans le live. Donc, si vous voulez revoir l'une des sections, que ce soit la revue de presse, les formulaires, le web clipper ou les tips, ils seront disponibles. Voilà. Puis ça fait du contenu entre 2 lives. Ok, bon, bah, commençons à discuter des news un petit peu autour de Airtable. Donc pour faire ça, j'essaie un peu de me structurer. L'idée, c'est que donc on va aborder 3 choses. Les dernières mises à jour d'Airtable, une veille un peu plus globale, et puis ce qu'il y a sur le blog d'Airtable, parce que c'est un contenu qui est vraiment sympa et qui se nourrit de plus en plus. Donc je vous incite à aller y faire un tour. Donc parmi les grosses nouvelles d'Airtable ce mois-ci, alors je vais pas rentrer vraiment dans les détails, mais les points importants pour moi, ils sont de 2 ordres. Ils sont sur la partie au niveau des différents champs, la possibilité maintenant de sélectionner plusieurs champs à la fois et d'en faire quelque chose. C'est-à-dire qu'avant,
il fallait choisir, si on voulait déplacer des champs, par exemple, il fallait prendre une colonne, la déplacer, une colonne, la déplacer. Aujourd'hui, ça, on peut faire ça pour plusieurs colonnes. Pareil pour le fait de les cacher. Voilà, donc on peut même éditer les permissions. Voilà, et on peut éditer les permissions de champs spécifiques. Donc ça, c'est des choses qui vont dans le bon sens pour, le fait que ces informations que Airtable soit utilisé par plus de gens. Donc ça, c'est le premier point. Et puis au niveau des automatisations, depuis ce mois-ci aussi, maintenant, il y a des logiques conditionnelles. Donc on peut, heu, ajouter, voilà, des conditions, if condition remettre, faire quelque chose et sinon faire quelque chose. Donc il y a ces logiques conditionnelles qui viennent d'arriver dans les automatisations, qui n'étaient pas là avant et donc qui ouvrent des perspectives nouvelles dans l'usage, d'Airtable. Donc ça, c'est un petit peu pour moi les principaux, éléments sur le début 2022. Il y a évidemment aussi le changement des prix qui impactent un peu négativement le plan pro, puisqu'aujourd'hui, chaque table, chaque base est limitée à 10 apps maintenant. Si vous avez un compte pro déjà, vous avez app infini, mais maintenant, si vous achetez un plan pro, vous êtes limité au nombre d'apps par base. Et donc ça, c'est un point qui est assez dommage. Beaucoup de gens ont critiqué cette décision. Voilà. Pour l'instant, elle est restée en état. Mais c'est sujet à beaucoup de débats dans la communauté. Ensuite, des éléments plus de veille générale. Alors, qu'est-ce que j'avais noté sur ma veille générale? Alors, excusez-moi, ça charge parce que j'embête des Airtable dans Notion. Et vous savez très bien que c'est quelque chose qui fait que ça charge assez pas mal. Ah oui, autre grosse nouvelle que j'ai oubliée, mais c'est bien, ça me le rappelle ici, c'est le changement de design, des vues étendues. Puisqu'on voit ici que, maintenant les champs, le nom des champs n'est plus au-dessus, mais sur le côté. Et donc ça fait des vues plus. Salut Xavier! Ça fait des fiches produits, plus larges. Alors il y a des gens qui et donc plus sympa a priori. Il y a des gens qui critiquent aussi parce qu'on ne voit pas les champs qu'on peut changer ou pas. Enfin, il y a des gens qui trouvent que c'est pas aussi clair qu'avant. Alors, par contre, je vais peut-être avoir un petit problème. C'est ce que j'ai vu tout à l'heure. C'est que ah non, c'est bon. 2e, nouvelle, enfin 2e, contenu intéressant, c'est le report de, la boîte Okta qui fait une priorisation un petit peu des outils no-code et de leur croissance en 2021 et on voit que Notion est très bien placé. Airtable est en milieu de peloton, mais voilà, il y a une grosse tendance sur les outils no-code actuellement, c'est très clair et donc il y a un rapport complet que vous pouvez lire et puis il y a un résumé sur TechCrunch. Si vous tapez, TechCrunch Okta, vous allez pouvoir, le, retrouver. Ensuite, bah, j'étais invité à un podcast, au début de l'année. Donc si vous voulez écouter le podcast de Kevin Rossamon, Prombo, où j'interviens 20 minutes, ça peut être sympa. Voilà, c'est plutôt orienté data. Oui, le début de l'année aussi a fait l'objet d'un peu de clash entre la communauté code et no code. Notamment, il y a un article qui a fait, pas mal de bruit, d'une personne qui aime bien faire de la polémique. Si vous tapez, voilà, no code illettrisme sur internet, vous devriez tomber sur son article et sur l'avis qu'il a sur le no code. Donc on n'est pas près d'arrêter cette guéguerre à mon avis. Voilà, je crois que c'est tout. Ah non, ça c'est un point, c'est un truc assez amusant, mais ça j'en reparlerai après, sur un gars qui fait le buzz sur TikTok. Ouais, ça je reviendrai ça après. Ouais, tout ça je reviendrai ça après. OK. Donc ça un petit peu pour des articles qui peuvent être intéressants à regarder et puis, je m'intéresse de plus en plus au blog, d'Airtable parce que, il crée de plus en plus de contenu et du contenu, assez diversifié. Donc, je vais vous montrer, il y a des
des choses qui sont plus liées à, j'ai un besoin particulier, quelles sont les tables ou les bases que je devrais utiliser dans le listing des templates, des bases et à l'opposé, ouh là, ça rame, fortement, je suis vraiment désolé. Et à l'opposé, il y a des choses un peu, fun, ce dont je vais vous parler. Alors par contre, si ça pouvait charger un peu plus rapidement, ce serait mieux. Alors peut-être que je vais aller repartir ici. Alors peut-être je vais peut-être vous le montrer via ici parce que pour l'instant ça charge un peu trop lentement. Attendez, je vais vous le montrer ici. Voilà, ouais. Alors ce gars-là, c'est un fermier américain et qui est un fan d'Excel à la base et il s'est mis sur TikTok et sur, Airtable. Il a commencé à faire des vidéos, heu, en lien avec Airtable sur TikTok et ça a vraiment bien fonctionné. Il a beaucoup d'humour et il est à, 16 000 followers sur TikTok, ce qui est déjà pas mal. Mais il a sa petite renommée et sur le blog d'Airtable, je sais pas si ça a chargé, mais il a son propre article. Bon, ça n'a pas envie de charger. Donc malheureusement, attendez, peut-être y arriver. Bon, on va oublier le blog d'Airtable, il a pas envie de charger. Bah, je suis certain que bah, alors, ce qui s'est passé, c'est que je me suis inscrit, j'ai commencé à faire 2 vidéos. Pour l'instant, moi, mon enjeu, c'est de faire le copycat de ce qu'il a fait, en gros. Mais il faut un petit peu de temps et trouver un peu les process. Mais j'ai quelques idées pour essayer de faire un peu pareil que lui, effectivement, Xavier, c'est un peu mon idée. Si je trouve faut trouver la routine pour le faire, quoi. Donc je suis désolé pour le blog. Vous devriez, aller voir, c'est vraiment intéressant. De ce que je me rappelle, qu'est-ce qu'il y avait? Ah ouais, il y avait un gars, ah ouais, il y a un article super, mais d'ailleurs je crois que je l'ai mis en veille. Il y a un art il y a un gars qui a créé un business avec juste une table Airtable. Une table Airtable, une automatisation et c'est une tuerie. Donc il y a l'histoire de TikTok, mais celle que voilà, how an engineer create, comment il a monétisé, voilà. Comment il a monétisé juste une table où sur chaque ligne, jour par jour, pendant 365 jours, il donne un petit conseil, pour les jeunes parents et ça, en fait, il automatise et il envoie ça par, WhatsApp ou par SMS et il en a fait un business et donc c'est assez intéressant je vous conseille d'aller lire cet article-là et puis, voilà, il y a des articles sur, voilà, vous êtes, non-profit worker, comment vous pouvez utiliser Airtable et il y a différents articles sur des cas d'usage. Vous êtes responsable marketing, quels sont les templates que vous devriez utiliser? Vous êtes manager remote aussi. Il y a un article sur manager remote qui est intéressant. En tout cas, le contenu, bah, voilà, c'est celui-là. Les top 10 des templates manager remote. C'est des choses je pense à aller lire, voilà, par curiosité. Bon, voilà, on a passé, 10, ce qui est le minimum vital pour ce Twitch. Donc, on a fini la partie veille. Je vais essayer de vous mettre à disposition cette, page après. Je sais que je l'ai pas fait ces dernières fois, mais bon, je vais essayer de le faire. Alors, je note l'heure. OK, passons à ces histoires de formulaires pré-remplis. Donc pour ça, on va utiliser, la base du jour, ça va être la base OnAir, numéro 8, qui est une base très simple où il y aura juste, le nom d'enseigne et donc une base avec, des noms de magasins de supermarché et puis une base produit et je vais utiliser ça pour à la fois la partie, formulaire pré-rempli et à la fois la partie, web clipper.
Alors, donc vous savez que sur Airtable, lorsque vous créez une table avec différents champs, vous pouvez automatiquement, en appuyant sur Forme, donc c'est juste le formulaire, vous pouvez générer un formulaire qui contient l'ensemble des champs de la table que vous venez de créer, et à vous d'ajouter ou de supprimer voilà, les différents champs pour que votre formulaire convienne à ce que vous souhaitez faire. Alors, donc quand on appuie sur Open, on obtient le formulaire tel que vous l'avez construit. Et vous devez donc remplir les champs, et en remplissant les champs et en appuyant sur Submit, on peut faire le test. Donc, produit test. Si on Submit, vous allez voir arriver gentiment dans la vue Ajouter produit, le produit test. Bon, ça c'est une première chose. Mais très rapidement, on peut avoir besoin de pré-remplir ces formulaires. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pré-remplir? Pré-remplir, ça veut dire que je veux que quand je clique sur un bouton, j'obtiens ce formulaire, mais pré-rempli avec de l'information. Le format classique pour faire ce pré-remplissage est le suivant. Vous avez l'adresse de base, et ensuite pour rajouter des informations dans les cases, vous allez voir, si je fais point d'interrogation, je m'excuse si vous entendez mon bébé qui est en train de pleurer, mais quelqu'un va aller le chercher, ne vous inquiétez pas. Préfil, et si je regarde le nom du champ, excusez-moi, le nom c'est titre, voilà. Préfil, titre, égale hello. Non, d'ailleurs, il ne faut pas mettre les guillemets. Voilà. Voilà, vous voyez que le champ s'est pré-rempli automatiquement. Et donc sur cette base-là, donc là on a mis un champ, vous pouvez en mettre un deuxième. Si vous mettez une esperluette et que vous rajoutez par exemple le champ suivant, égal, je crois qu'il y a un truc qui s'appelle U, ça devrait normalement pré-remplir U. Voilà. Donc vous pouvez faire ça de façon à la mano, mais c'est pas dans le cadre à la mano que c'est intéressant. C'est dans le cadre d'une fonction que vous allez créer pour, lorsque vous cliquez, ça pré-remplit. Et par exemple, ici, dans les enseignes, si vous voulez, ce qui pourrait être intéressant, c'est de dire, moi je veux rajouter un produit relié à cette enseigne dans la table produit. Moi, je vais pouvoir juste avoir à cliquer sur ajouter le produit et avoir déjà pré-rempli l'enseigne. Comme ça, vous gagnez un peu de temps. Alors, ça se fait via une fonction. C'est-à-dire que vous allez faire ce que j'ai fait à la mano, mais en ajoutant certaines variables de votre table. Donc, par exemple, ici, le début, ça ressemble exactement à ce que j'ai fait. Par contre, j'ai rajouté le nom de la table pour que le nom de la table soit pré-rempli dans le formulaire. Alors, ici, comme vous avez vu, ça marche très bien. C'est-à-dire que quand j'appuie, ça fonctionne. Mais il y a des fois, si vous faites ça, et des fois, vous allez voir, ça ne va pas fonctionner et vous n'allez pas comprendre pourquoi. Par exemple, si au lieu de mettre U, je mets par exemple U supermarché, si je clique, ça va peut-être marcher. Ah, ça a marché. Ouais, alors là, ça a marché. Alors peut-être sur les champs comme ça marche. L'idée, alors, faisons l'inverse. Je vais, voilà. Nom, on va plutôt sur le nom des noms du magasin. Voilà, ça se passe plutôt souvent. Si là, dans ma fonction, dans mon
Non, excusez-moi, c'est de l'autre côté. C'est ici, voilà. Il faut faire attention au nom des champs que vous utilisez, parce que quand vous faites des formulaires pré-remplis, il peut y avoir il peut y avoir des problèmes. Donc par exemple, ici, on vous dit souvent qu'il faut avoir des noms de champs qui soient tout collés, parce que si vous essayez de faire un formulaire pré-rempli avec un nom comme celui-là, nom du magasin. Voilà, si vous mettez ça comme ça, vous allez voir que ah si, ça va fonctionner aussi. Ah bah alors. Il y a eu des fois où ça fonctionnait pas. Mais alors, j'avoue que je suis un petit peu sur les fesses. Ça fonctionne maintenant. Ah si. Ah voilà. Ici, voilà, c'est ça. Vous voyez, le lien là, alors ici ça a fonctionné apparemment. Voilà, ici ça fonctionne. Alors c'est ça qui est un peu paradoxal. Ici ça fonctionne. Par contre, le lien qui est ici, vous voyez, il a été coupé au niveau du nom. C'est-à-dire que le champ n'a pas été pris en compte complet. Donc, salut V3 M3. Donc, ça c'est un comportement intéressant, c'est-à-dire que quand on met l'URL préfil dans une URL de formule, il est content. C'est-à-dire qu'il arrive à bien l'interpréter. Par contre, ici, vous voyez, le lien, il est cassé. Donc, c'est une petite subtilité. Donc, faites des boutons lorsque vous voulez faire des champs préfil, parce que ça fonctionne bien. Alors que là, avec le lien, vous voyez que tout ce qui est espace est mal géré. Attendez, je vais voir ce que j'avais d'autre. Alors, les oublis classiques, lorsque les gens essaient de rédiger des formules. Donc, ils oublient généralement les guillemets sur les parties texte. On oublie aussi souvent, lorsqu'on enchaîne les variables, on oublie souvent l'une des esperluettes. C'est-à-dire que la première esperluette, elle est liée à la concaténation, donc à l'ajout des blocs les uns les autres. Et la deuxième esperluette, c'est une esperluette qu'on a vraiment envie de voir affichée dans l'adresse que l'on crée. Donc, faut bien faire attention à vérifier qu'on a bien 2 esperluettes les unes après les autres lorsqu'on fait du calcul. Ça, c'est un point qui arrive tout le temps, l'oubli de la deuxième esperluette, c'est un point. Il faut faire attention aussi avec le côté préfil. Parfois, on met un P majuscule. Donc, bien faire attention de mettre un P minuscule. Ça, c'est un oubli aussi régulier. Donc, ce qu'on a dit, c'est que voilà. Après, alors il y a les cas où, mais ça, c'est un point où normalement, pour sécuriser la gestion des variables qui peuvent avoir un nom avec des espaces. Vous voyez, là, ça a fonctionné, mais généralement, ça peut ne pas fonctionner. Et donc, ce que l'on fait généralement, c'est que systématiquement, quand on a un champ qui peut prendre des valeurs avec des espaces ou avec des termes un peu particuliers, on va utiliser ce qui s'appelle encode URL component, qui va convertir tous les termes qui posent problème en des termes qui sont compréhensibles par la barre de recherche. Et donc, lorsque vous mettez un URL encode ici, par exemple, eh bien, vous allez voir que normalement, alors attendez, oui, alors je vais relever ce que j'ai fait là, juste pour avoir une variable. Vous voyez, la partie
liée au supermarché, elle a été encodée. Et pareil, on pourrait faire la même chose pour la partie nom du magasin. Si je fais pareil pour la partie nom magasin, eh bien, voyez, le partie non magasin a été géré, la partie supermarché. Et donc là, quand je vais cliquer, je vais obtenir exactement le même résultat que dans le cadre précédent. Normalement, c'est pas le cas. Ok, j'ai honte. Ah, mais c'est juste que. Attendez. J'ai oublié un élément. Euh, Normalement, ça marche. Alors, bon. Help, aidez-moi. Je sais plus ce que j'ai fait qui fait que ça n'a pas fonctionné. Je n'avais pas mis. Alors, si je mets un E accent aigu, c'est pareil. Tu vas voir que le terme il va être tout de suite traduit. Voilà. Le E accent aigu il a été traduit par tout ça. Voilà. Ouais, Xavier, il veut pas sa formule. Bon, bah. Bon, je sais plus ce que je sais plus pourquoi le préfil il a pas. Dans tous les cas, pour éviter toutes ces problématiques-là, le plus simple, pardon, le plus simple, c'est dans vos noms de champs, essayez au maximum de mettre des noms qui sont collés. Comme ça, lorsque vous les remplissez dans les champs pré-remplis, ils sont collés aussi, et donc vous n'avez plus de problème. Voilà. Donc là, en l'occurrence, si je retrouve le nom que j'avais tout à l'heure, c'est-à-dire ça, voilà, a priori, voilà, ça fonctionne. Et donc on retrouve exactement le même comportement que ici. Voilà. Ok. Donc, bon, sur la partie pré-remplissage, c'est un petit peu tout ce que j'avais à dire. Attendez, je vais fermer tous les onglets tous mes petits onglets là. Je vais vous montrer maintenant le Web Clipper. Le Web Clipper, c'est. Alors, je vais vous montrer juste comment ça fonctionne d'abord avant de faire. L'idée, c'est. Je vais aller faire du benchmark. Alors, attendez, il faut que je note que j'ai terminé. Voilà. Donc, passons à la partie Web Clipper. Donc, ce qu'on a envie de faire, c'est ce qui va suivre. Vous voyez, dans ma base, j'ai une table des produits. Imaginons que je veuille, par exemple, récupérer pas mal de produits de l'enseigne Carrefour pour faire du benchmark. Et que je veux récupérer, bah, vous voyez, je veux récupérer des images, le titre de produit, des descriptifs, où est-ce que je peux le trouver, un prix. Tout ça, bah, vous pouvez le faire en faisant des copier-coller, mais c'est long. Et donc, on peut créer ce qui s'appelle un Web Clipper. C'est un espèce de petit module que vous pouvez utiliser n'importe quand vous vous baladez sur Internet. Et donc là, en l'occurrence, c'est un Web Clipper spécifique pour mon usage, qui est d'aller récupérer des produits. Et donc, par exemple, imaginons, je dis, ah, les haricots, c'est sympa. Je clique sur haricots. J'arrive sur la page des haricots. Très bien. J'ai mes produits haricots. Et donc là, je vais cliquer sur mon Web Clipper. Et quand je vais faire ça, vous allez voir, j'espère que ça va se faire dans un temps acceptable. Voilà. Il a tout de suite tout récupéré. Le titre, l'URL, l'image, le descriptif et même le prix. Alors le prix il se gourre un petit peu, mais vous voyez, en fait, vous avez tout. Et si vous faites ajout, vous allez voir ici, clac, tout s'est rajouté directement. Alors, il y avait des guillemets en trop apparemment.
sur l'autre cas. Et vous pouvez passer au produit d'après. Vous passez, bon, bah, les carottes, les petits pois. Vous voyez, ces petits pois-là, ils vous intéressent. Vous allez dessus et vous faites pareil. Vous cliquez sur le web clipper. Vous choisissez le web clipper qui vous intéresse. Là, c'est pour l'ajout des produits. Et là, pareil, il va vous récupérer toutes les informations. Vous n'avez plus qu'à cliquer sur rajouter et vous avez le produit. Et donc là, comme vous avez un biais, il vous suffira de faire un autre champ pour diviser par 100 pour avoir les informations. Vous voyez, il y a quand même un certain gain de temps. Alors ça, c'est dans la logique de ce qui s'appelle le scrapping, c'est-à-dire aller aspirer de l'information de sites web pour les utiliser après dans son usage du quotidien. Faire du scrapping, bon, il y a plein d'outils pour faire ça. Là, c'est quelque chose d'un peu plus simple que le scrapping automatique, mais vous pouvez faire ça bah, là, dans un cas d'usage marketing, mais par exemple, si vous faites de la veille et que vous avez des articles, vous pouvez tout de suite récupérer euh, euh, le texte de l'article, c'est possible, le texte, le titre, les hashtags, et puis la photo, par exemple. Et donc, ça vous permet peut-être d'automatiser des générations de newsletters. Donc, on va essayer de comprendre comment ça marche concrètement. Donc, pour faire un web clipper, donc déjà, il faut partir d'une table de base. Donc, c'est la table produit. C'est celle-ci pour laquelle on veut mettre des informations de façon automatique. Donc, il faut télécharger une app particulière. Donc, là, c'est le web clipper que je vous ai montré, mais on va en créer un autre. Donc, on fait Add App, Web Clipper. Voilà. Et on rajoute là. Alors, il faut nommer le clip parce que, évidemment, vous pouvez avoir des web clippers pour plein d'usages particuliers. Là, on va faire exactement, quasiment à peu près le web clipper précédent. Donc, on va l'appeler juste add produit 2. C'est vraiment la table produit et on dit juste ajouter à l'extension. Et vous voyez que le add produit 2 est apparu ici. Pour l'instant, vous voyez 4 champs à gauche et ici à droite, vous voyez, alors il s'est rempli automatiquement, mais 4 champs à droite. Donc, si vous voulez configurer le web clipper, il faut configurer cette partie-là avant d'utiliser. Donc, si par exemple, en état, on utilisait le web clipper avec le deuxième, pour l'instant, il récupère le titre, ok, l'URL, mais c'est tout. Voilà. Alors, donc, par défaut, il a mis 4 champs. Il a reconnu qu'il y avait un champ qui s'appelait titre dans ma table. Et donc, par défaut, il va récupérer directement le titre. Donc ça, c'est très bien. Il a vu qu'il y avait un champ qui s'appelait URL. Donc par défaut, il est allé chercher l'URL de la page. C'est très bien. Et voilà. Alors, ce qui est intéressant avec le web clipper, c'est qu'on peut, lorsque vous voulez remplir un champ, vous avez plein de façons d'essayer d'automatiser la chose. Alors, pour le titre, effectivement, il y a le côté prend le titre de la page, mais vous pouvez faire d'autres choses. Par exemple, il y a ce qui s'appelle Selected Text, et ça, je vais le montrer tout de suite, parce que le descriptif est de la sorte. Ça va mettre dans la case le texte que vous avez sélectionné avant d'ouvrir le web clipper. Donc, par exemple, alors, on va descendre. Voilà, vous dites, moi, je veux récupérer toutes les valeurs nutritionnelles. Vous n'avez qu'à sélectionner le texte, appliquer ce web clipper, et là, tout de suite, il va avoir mis l'ensemble des données nutritionnelles dans le tableau avec une structure plutôt correcte. Et donc ensuite, pour aller prendre ça et aller peut-être le structurer et le mettre dans une base à part, c'est intéressant. Mais en tout cas, voilà, là, vous avez les informations que vous aviez sélectionnées. Donc ça, c'est l'option Selected Text. C'est celle-ci.
Donc, on va rester là-dessus, on parlera des autres un petit peu plus tard. Alors, pour les images, c'est assez intéressant. Vous avez, donc vous pouvez soit par défaut sélectionner l'image social média, s'il y en a une, ou alors il y a ça, mais on en parlera juste après. Ensuite, au niveau des champs, si vous prenez un champ type de produit, vous pouvez soit pas mettre de données par défaut, soit mettre une donnée spécifique par défaut. Donc, par exemple, là, par défaut, j'avais mis légumes. Voilà. Et puis ensuite, est-ce qu'il y a d'autres champs? Alors, je vais juste remove ça. Est-ce qu'il y avait un autre champ sur les produits? Non, rien de particulier sur les autres champs. Et le nom du magasin, c'est une donnée relationnelle. Et pour les données relationnelles, vous voyez, on ne peut pas mettre de données de valeur par défaut. Alors, ce qui est intéressant pour la partie image, c'est que le Web Clipper propose des choses assez smart, je trouve. Alors, tout à l'heure, je l'ai fait de façon automatisée. On pourra voir tout de suite après comment on fait de façon automatisée. Mais déjà là, vous pouvez, en cliquant, vous avez 3 options. Vous pouvez faire Add a screenshot. Donc, dans ce cas-là, vous allez pouvoir sélectionner ce que vous voulez screenshotter. Donc ça, c'est intéressant. Par exemple, sur du bug report ou des choses comme ça, vous baladez sur un site et vous voulez dire, bah, là, il y a un problème, ou là, vous pouvez faire juste le screenshot du truc qui ne va pas, taper la remarque et puis passer à la donnée suivante. Donc ça, c'est pour le côté screenshot. L'autre option, c'est Add page screenshot. Donc ça, c'est très simple. Si vous cliquez, il va juste tout de suite faire le screenshot de la page. Donc ça peut être bien pour une partie, un blog. Voilà, si vous ne voulez pas vous embêter, vous prenez le screenshot de la page du blog et puis ça vous fait une en-tête intéressante. Et le dernier point, c'est Add image from page. Ça, j'aime bien aussi. C'est vous cliquez sur tout et n'importe quoi, ça va tout aspirer. Donc vous cliquez là, ça aspire. Vous cliquez là, ça aspire. Alors, excusez-moi, ça n'a pas voulu ça. Toutes les vraies images. Alors, parce que ça, c'est un lien. Est-ce que voilà, là, il y a un. Voilà. Add, voilà, je prends ça. Est-ce que je peux aspirer à autre chose? Est-ce que j'ai un autre. Voilà, il y a peut-être. Ah non, il faut à chaque fois cliquer. Ça, c'est un peu ennuyeux, je trouve. Voilà, mais je peux ajouter énormément d'images et quand je vais cliquer sur Add Record, eh bien, dans ma table, vous aurez, alors si je reviens à ma table d'origine, vous avez effectivement l'ensemble des photos sur lesquelles vous avez cliqué et puis le titre. Voilà. Donc, c'est une façon intéressante de récupérer des données. Notamment, peut-être, ça peut vous faire gagner du temps sur la recherche de logos. Vous êtes sur la page d'une entreprise. Vous voulez juste récupérer le logo de l'entreprise. Vous cliquez sur le logo et puis avec votre Web Clipper, vous mettez le nom de la boîte et puis voilà, quoi. Les usages sont vraiment multiples. Et à vous vraiment de chercher. Alors, donc là, c'est un usage, on va dire, assez simple du Web Clipper. C'est-à-dire que juste, on va dire, pré-remplir de façon simplifiée les champs, mais on ne fait pas ce que je faisais tout à l'heure, à savoir aller chercher automatiquement voilà, quand je cliquais là-dessus tout à l'heure, j'avais automatiquement l'image, j'avais le descriptif exact du produit et puis j'avais le prix. Et ça, donc vous voyez, c'est plus compliqué. Donc pour réussir à faire ça, il va falloir, donc je repars dans mon Web Clipper. S'il veut bien s'ouvrir, voilà. Et donc, lorsque vos champs sont des champs texte, on vous propose d'autres choses que juste page title, page URL et selected text. Il y a 3 trucs là. Meta tag,
text content by CSS, HTML attribute. Donc ça, c'est un peu des jargons un peu compliqués. C'est voilà, le HTML, c'est le corps c'est le langage utilisé pour écrire le corps du texte, et le CSS, c'est le formatage de votre page. Et donc, en allant chercher dans ce contenu-là, on peut automatiser un peu, de façon un peu plus intelligente, ce que vous allez récupérer. Donc ici, on va juste regarder un exemple. Donc, c'est comment faire pour aller chercher. Alors, on va faire l'image et le prix. Donc, je vais rajouter le champ prix. Voilà, il est là. Et je vais mettre pour les deux text content in CSS. Voilà. Je mets OK. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que tous les éléments de la page, ils sont, on va dire, identifiés avec des balises. Et donc, si vous pouvez identifier la balise en question, eh bien, votre web clipper va pouvoir tout de suite identifier ce qu'il doit aller chercher. Donc, l'objectif ici, c'est d'aller chercher la petite balise qui correspond à l'image, et une petite balise spécifique qui correspond au prix. Pour ça, on va aller dans le code de la page. Donc pour ça, si vous êtes sur Chrome, ah oui, ça je ne l'ai pas dit, ça fonctionne essentiellement sur Chrome. Si vous n'êtes pas sur Chrome, c'est plus compliqué. L'outil a été créé pour faire du Chrome. Donc, il faut aller sur clic droit Inspect. Si vous faites clic droit Inspect, vous allez avoir du texte, un gros truc bizarre qui va apparaître en bas. Ne lisez rien pour l'instant, vous allez juste cliquer sur ce qu'il y a en haut à gauche. Donc ça va vous permettre de cliquer sur ce que vous voulez et de voir apparaître le code associé. Et même, vous voyez, là, il y a marqué un truc qui s'appelle zoomable-image, imageux. Et en fait, c'est ce texte-là qui est l'élément spécifique qui va vous permettre d'aller chercher l'information. Donc, le zoomable image, alors je ne suis pas sûr que je ne peux pas le récupérer là. Par contre, ici, vous voyez, il est ici. Donc, si je récupère ce truc-là, voilà, que je vais dans mon ici, et que ici, je tape point et puis le nom. Si je fais OK, la prochaine fois que j'ouvre mon WebKeeper, si tout va bien, voilà, il y a l'image. Alors, il y a Xavier qui dit qu'il a pas mal utilisé le Web Clipper pour une agence IMO. C'est super pratique. Et effectivement, si vous voulez aller chercher, scraper des informations liées à des annonces de vente de produits ou d'immobilier, c'est très intéressant. Ah oui, certains sont protégés, effectivement. Mais sinon, c'est cool. Donc là, vous voyez, je l'ai fait pour l'image. Et maintenant, on va faire la même chose pour le prix, c'est-à-dire que je ne m'intéresse pas à tout ce qui est écrit, c'est du chinois. Par contre, je vois que je peux aller avec ma petite flèche, regardez, excusez-moi, je prends la petite flèche, je mets mon dessus, je clique, et là, en fait, il faut, voilà, excusez-moi, ça a apparu un peu trop tard, et normalement, si vous cliquez dessus, pourquoi je suis désolé, en tout cas, alors, ce qu'il faut prendre, c'est ce qui se passe après le mot classe. Voilà. Et le mot qui semble un peu spécifique. En l'occurrence ici, le mot. Alors, je vais essayer de juste grossir un petit peu. Est-ce que pour vous, ça va grossir? Voilà, c'est bon. Bon. Je vais prendre tout ça. Et pareil, je vais aller dans mon prix. Je vais mettre un point. Et je vais mettre product. Je vais enlever les trucs avec les espaces avant. Et juste ça. Voilà. Faites done. Et donc ici, si tout se passe bien, si je réouvre le clipper, attendez. Voilà, vous avez le prix. Alors, vous n'avez pas exactement le même prix parce qu'il y a des problématiques avec les virgules, mais vous avez
une information pertinente et qui vous permet ensuite de diviser par 100 pour obtenir le vrai prix. Et une fois que ça c'est fait, eh bien, comme je vous ai fait tout à l'heure, vous changez de produit, tout simplement. Vous appuyez sur votre web clipper, vous dites: «Ça m'intéresse, ce produit, ces carottes, c'est cool». Il va récupérer le nom, l'URL, le prix et vous dites voilà. Et là, tout de suite, dans votre Airtable, vous avez les informations, heu, du produit. Donc là, j'ai pas rempli, les affaires. À noter ici que, c'est un peu complémentaire de tout à l'heure. Quand on faisait le champ pré-rempli, on pouvait remplir le nom du magasin. Là, c'est pas le cas. Donc on pourrait aller réfléchir, de se dire: «Où est-ce que je peux aller chercher potentiellement, heu» alors, ouais, il faudrait faire des choses un peu compliquées, mais parce qu'on a vu tout à l'heure qu'on ne pouvait pas pré-remplir un champ lié. Mais ce qu'on pourrait faire, c'est avoir un champ de texte à côté, essayer de pré-remplir le champ de texte avec le nom de l'enseigne et ensuite avoir une petite automatisation qui copie le nom de l'enseigne, dans le nom du magasin et comme ça, on aurait automatiquement aussi la liaison avec le nom du magasin. Bon, c'est un petit peu, tarabiscoté, mais c'est un contournement possible. Voilà tout pour, la partie, web clipper. Alors, sur les balises, du titre, quand tu dis alors je vais juste, de quoi tu parles exactement? Alors tu peux aller chercher les balises, tags de type, H1, H2, H3, ça tu peux, pour les champs ici, tu peux aller chercher des méta tags, particuliers. Qu'est-ce que tu veux en particulier? Qu'est-ce que tu imagines ici, par exemple? V3, M3R. D'accord, oui. Ouais, c'est Werner. Oui, voilà, dans les métadatas, il doit y avoir des informations très clairement ou liées à l'icône. Liées à l'icône du magasin, il peut y avoir un texte alt, qu'on doit pouvoir, récupérer. Tout à fait. Je pense que là-dedans, on doit pouvoir, faire ça. Alors, OK. Dernière petite étape, la partie tips, freelance client. Donc ça, c'est un petit peu pour revenir, sur les discussions et puis les apprentissages du mois pour les freelances et les clients des freelances. Donc ça reprend un petit peu, des choses que j'ai pu dire, sur LinkedIn, mais que je trouvais intéressantes, à débattre si ça vous intéresse. Hem, donc ça, c'était pas grand-chose parce que c'était lié à une photo. Oui, alors sur les histoires de clients, si vous souhaitez avoir des missions plutôt sympas, essayez de sentir rapidement si les gens ils veulent juste un produit ou s'ils veulent apprendre. Parce que, très clairement, moi, mon ressenti, c'est que quand les gens, ils veulent juste des produits, déjà, ils sont chiants sur les features, c'est-à-dire qu'ils veulent toujours des petits trucs en plus et tout ça et puis, ils sont jamais disponibles pour travailler avec toi et ça prend, des plombs. Alors parfois, ça peut être mieux payé que, les missions où on fait du coaching et où les gens apprennent, mais bah, c'est plus sympa et puis comme les gens apprennent sur les autres missions, ils vont moins te solliciter, pour tout et n'importe quoi. Donc c'est aussi ça, tu t'enlèves aussi ces épines du pied. Alors pour ceux qui veulent faire de la maintenance en permanence et facturer de la maintenance, très bien, mais bon, on a d'autres choses à faire que ça, quoi. Ouais, ils font pas les retours, ça c'est clair. C'est-à-dire qu'ils ont pas cette culture du d'essayer, de feedback. Il y a ils veulent que tu lui livres le produit et puis point barre. Alors que, pour moi, tu as fait que 60 du travail, quand tu as livré. Parce qu'après il y a des itérations, les gens ils comprennent pas, il y a du travail. Alors qu'eux, ils veulent juste, livre-moi quelque chose. Donc quand c'est juste une automatisation, ça va, mais dès qu'il y a un besoin de prise en main, c'est juste le bordel.
Donc, si ils sont pas prêts à payer ce travail de prise en main et ils sont pas prêts à s'impliquer, pour moi, c'est no go, quoi. Et que vous êtes en capacité de faire un no go, bah, le faites pas, le faites. Ouais, ça c'est intéressant sur l'histoire de la stack d'outils. Je trouve que les outils sont très adaptés, enfin, correspondent très bien aux gens. Et donc quand vous avez des boîtes, qui sont, qui ont des outils un peu vieillots, bah, généralement, la dynamique en interne, elle est un peu vieillotte. Donc, regardez la stack d'outils avant de rentrer dans une boîte, je pense que c'est, intéressant et ça peut vous donner un état d'esprit. Et à l'opposé, alors ça peut être un challenge aussi pour vous de vous dire: «Il y a tout à faire donc j'ai envie de rentrer dans ce type de boîte», heu, donc là, c'est plus pour la partie, recrutement et aussi pour les entreprises qui veulent recruter, essayez de rajeunir vos stacks d'outils. Je pense que pour la marque employeur, c'est intéressant. Les gens en interne seront contents, heu, de changer d'outils et arrêteront d'être frustrés, par les outils rigides, existants. Heu, donc c'est pas que de l'efficacité, c'est aussi du bien-être au travail, les stacks et de l'image de marque, vis-à-vis de l'extérieur. Les comptes rendus vidéo, ouais, ça, c'est vrai que dans le contexte du no-code, j'avoue que j'écris de moins en moins et je fais des petites, vidéos, d'1 minute pour expliquer comment les choses marchent. Parce que, quand il faut passer de Integromat à Airtable, d'Airtable à Gmail pour montrer des choses, bah, c'est beaucoup plus simple, de faire une petite vidéo et en plus, on a ce côté, asynchrone, qui est intéressant lorsque on écrit, mais là, en l'occurrence, on a la même chose et puis en plus, ça se fait en 2 minutes, quoi. Un clic pour, démarrer, un autre clic pour avoir le lien. Ça se met partout. Franchement, faut pas hésiter. Ouais, alors, mon lead dans la gestion de patrimoine, alors ça, c'est intéressant. Heu, alors, il faudra que je vois parce que les clients sceptiques, ça veut dire quoi, Xavier? Un client sceptique? Xavier dit qu'il adore les clients, sceptiques. Hem, sur le côté, ouais, ce domaine-là, de la gestion de patrimoine, alors c'est un peu sensible parce que tu as des données un peu personnelles. Donc je vais voir comment je vais gérer le projet que j'ai là-dessus, sachant que c'est un projet où il y a juste du transfert d'informations. Je pense qu'en utilisant Integromat, en se mettant en mode RGPD, c'est-à-dire où, il y a pas de stockage de données, ça devrait, aller. Ceux qui pensent que le no-code, c'est cheap. Alors c'est quand même plus cheap que c'est cheap, genre c'est pas cher ou c'est cheap, c'est pas bien? Ce qui est sûr, c'est que c'est normalement moins cher que du code. Après, ouais. Vous comptez automatiser les process internes avec un consultant. Alors ça, c'est un point aussi fondamental pour les boîtes, heu et c'est un autre notre défaut de ne pas s'impliquer, c'est que, des choses à faire, il y en a des tonnes et des tonnes très rapidement dans les boîtes. Donc si vous investissez pas, si vous appréhendez pas les notions, en interne, heu c'est toujours, très compliqué, de vous allez être dépendant, vous allez rester dépendant, aux consultants pour tout et pour moi, l'enjeu de ces outils-là, c'est quand même de s'émanciper des consultants. Donc heu, peut-être n'automatisez pas tout, ne complexifiez pas tout, mais faites des choses simples, montez en compétence des gens et ensuite ces gens-là pourront prendre la relève et être coachés par des consultants et ça, c'est un point, je pense, et il y aura de plus en plus de monsieur automatisation dans les boîtes et j'ai des boîtes qui y pensent déjà, ça c'est très clair. Ah oui, sur l'histoire du fait de dans un projet de transition Excel sur Airtable, de mettre les gens, dès que possible, sur Airtable. Ça, c'est un point, c'est une opportunité que vous offre Airtable. C'est-à-dire que vous pouvez le faire. Vous pouvez mettre les gens sur Airtable dès le jour 1 parce que ça ressemble à Excel et on sait que le transfert des gens d'un outil à un autre, c'est ce qui est le plus, compliqué. Donc autant le faire le plus rapidement possible et ensuite pouvoir faire, et ensuite, je pense, itérer, plutôt qu'attendre que le système soit ultra complexe, très différent de leur méthode actuelle et de tout bouleverser, en en une fois et faire qu'il y ait besoin de faire de multiples formations, vaut mieux y aller, étape par étape et capitaliser sur le fait que, les gens ressentent que Airtable, c'est un petit peu comme des Excel.
Alors ça, c'était une petite blague, qui a pas trop marché sur LinkedIn. Mais c'est vrai que je sais pas ce que vous ressentez, mais la première fois que vous faites une automatisation et que ça fonctionne, la première fois que vous générez un document, la première fois que vous envoyez un email, c'est extrêmement jouissif. Et donc, heu, bah, pour moi, il y a un bouquin là-dessus qui s'appelle «La première gorgée de bière et autres, plaisirs minuscules» où, Philippe Delerme présente un petit peu, ses sensations liées à ses premières fois, diverses premières fois de la vie. Et la première fois qu'on lance une automatisation, sur Zapier ou Integromat, c'est vraiment trop cool. Et même après, il y a toujours cet effet waouh lorsque vous avez fait quelque chose de compliqué et que, le résultat se fait quoi. Parce que tout de suite, il y a des perspectives de gain de temps immenses, pour, la boîte. Et parfois, c'est plus vous qui avez l'effet waouh, mais c'est le client qui est à côté qui qui hallucine, complet. Alors après, ça, c'est l'effet waouh du départ. Et d'automatisation, c'est pas non plus la panacée. Il y a plein de limites à ça. Le côté d'apprendre des nouveaux outils, c'est vrai que quand vous avez la chance de pouvoir, apprendre les nouveaux outils, en mission, bah, c'est super cool. J'allais dire côté client, si en face de vous, vous avez des gens débrouillards, c'est une perte de temps, relative, d'embarquer, le consultant sur un nouvel outil, parce que alors Integromat, c'est un peu compliqué, mais des outils, métiers type, Phantom Buster ou juste, connecter, Shopify. Bon, c'est des choses alors ça prend du temps à faire effectivement, ça c'est sûr. Mais sur le marché, de toute façon, ce sera très compliqué de trouver des gens, heu, qui ont toutes les compétences. Donc autant essayer de prendre quelqu'un de débrouillard qui va monter en compétence sur les outils et puis voilà. Et donc c'est vrai que j'ai tendance à faire ça en mission et pour l'instant les clients sont plutôt, OK avec ça. L'histoire du front, alors ça c'est un grand débat. Il y a de plus en plus d'outils de front à mettre au-dessus d'Airtable. Il y a, voilà, il y a il y a les outils de portail type, Stacker, Softer, WeWeb. Il y a les outils, de visualisation, il y en a de plus en plus où vous pouvez connecter, à Airtable. Donc les outils de BI se connectent de plus en plus à Airtable. Hem, mais moi, à titre personnel, pour l'instant, j'ai jamais eu l'occasion d'avoir besoin de faire de front. Heu, les seuls contextes où je réfléchis à faire des fronts, c'est quand les employés ont lorsque je suis sur des bases avec, on va dire, une table centrale reliée à plein d'informations avec des tables connexes et que les gens ont besoin d'avoir une vision globale de tout ça. Et dans ce cas-là, et qui sont un peu perdus avec, les informations. Dans ce cas-là, faire un, un Airtable interface ou alors, un stacker peut se poser puisque vous allez pouvoir mettre sur une même interface les informations de la table centrale et puis les informations des tables reliées sur une même interface, donc ce sera plus simple à manipuler. C'est vraiment le cas où j'y vois un intérêt, mais sinon, pour l'instant, c'est un surcoût quand même. Pour l'instant, dans toutes je n'ai encore fait aucune interface dans les missions, que j'ai eu à faire. Faites de la place dans vos placards. Alors ça, c'est le grand débat sur les vues et comment, que faire pour, limiter le nombre de vues. C'est un peu le débat aussi de ce matin. Donc, depuis peu, vous pouvez avoir des vues personnelles. Donc ça, c'est sympa puisque, les gens peuvent faire leur tambouille dans leur coin. Hem et ces vues ne sont pas visibles, par tout le monde. Donc c'est mieux que quand on avait toutes les vues, détaillées de tout le monde. Une alternative, c'était d'avoir des dossiers par personne, parce que les gens, ils ont toujours besoin, ils ont envie d'avoir un espace de travail personnel. Un dossier, depuis qu'on peut mettre des vues dans des dossiers, avoir des dossiers par, salarié, était intéressant. Et même à une échelle plus globale, les équipes aiment bien avoir une table à eux et donc une base à eux. Et donc c'est là où, c'est peut-être intéressant de structurer, si vous pouvez, les bases par équipe ou alors un groupe de base par équipe, de façon à ce que, par exemple, l'espace de travail de l'équipe commerciale ne soit pas, modifié constamment parce qu'on va rajouter des tables pour d'autres équipes. Généralement, les équipes n'aiment pas ça, donc essayez d'avoir, des tables, enfin des bases, dédiées à chaque équipe. Alors
Xavier pose la question: «Est-ce que le fait d'avoir beaucoup de vues a une incidence sur les perfs globales?» Bah, le truc, c'est que tu t'y perds, quoi, tu sais plus sur quoi cliquer. Alors, c'est plutôt de la frustration des équipes parce que, les gens, ils ont commencé, ils avaient 3-4 vues, ils savaient sur laquelle, enfin une, ils connaissaient la vue sur laquelle ils devaient travailler. Puis c'est généralement les managers qui veulent avoir une vision plus globale, qui veulent avoir des perspectives différentes sur le travail, sur les datas, et donc ils vont créer plein de vues, par salarié, par entreprise, par équipe, machin, ou les données 2020, 21, 2022, 2023, et ça, tout de suite, ça fait que c'est moins agréable, de travailler dans ce type d'écosystème. Donc les vues privées, c'est intéressant, les dossiers, c'est intéressant. Mettre des emojis sur certaines, vues pour tout de suite les identifier, par exemple des vues de contrôle ou des vues, où les gens peuvent jouer, par exemple, hem, c'est intéressant. Ouais, ça c'était ma donc réponds au cahier des charges, livre dans les temps, tu seras un bon consultant, challenge les process, onboard les équipes et tu deviendras le bras droit tech du directeur. Ça, c'est un ressenti, c'est-à-dire que, heu alors il y a des gens qui, réussissent à être, on va dire rigoureux au sens de répondre bien au cahier des charges du client. Moi, très clairement, je ne sais pas faire ça. Donc soit je me fais virer rapidement, ça m'est arrivé, soit, je commence à remettre en cause les choses existantes, hem et j'avoue que c'est apprécié au moins par les managers. Je ne sais pas si tout le monde l'apprécie, mais au moins mais le fait de mettre ces briques dans tous les cas, de toute façon, Heu, ça relance le cahier des charges vole en éclats dès qu'on commence à mettre Airtable et à commencer à travailler. Donc ces cahiers des charges et ces user stories, sauf si la personne est très claire sur ce qu'elle veut, mais généralement, il y a beaucoup de choses qui sont modifiées, beaucoup de choses qui bougent. Donc heu, soyez à l'écoute de ce qui se passe, soyez au clair pour que les gens qu'il y ait du bien-être des salariés à toutes les étapes, et focussez-vous sur ce qui prend du temps. Ce qui prend du temps, ce qui prend du temps. Voilà. Le cahier des charges pour moi, il doit être pris en compte, oui, mais c'est pas critique si vous bougez. Ouais, ils veulent toujours plus. Donc c'est ça aussi, le problème, c'est que si vous avez un cahier des charges et qu'ils veulent plus, vous allez dire: «C'est pas dans le cahier des charges, j'en fais pas», et donc ça crée des frustrations. Donc plutôt soyez à l'écoute, vous fixez pas sur un cahier des charges. Moi, je signe pas, de forfait sur les cahiers des charges, très clairement. C'est terminé. Donc en tout cas en propre, pour mes missions en propre. Alors ça, c'était sur c'était une to do que j'avais fait avec un client. Ça, c'est un petit peu les dynamiques. Une fois que vous avez accompagné des boîtes pendant 6 8 mois après et que les gens sont autonomes, bah, vous allez intervenir que ponctuellement, pour descendre la to do du directeur des opérations ou du gérant qui a réussi à faire, une partie des choses, mais qui a des encore, certaines tâches qu'il ne sait pas encore faire ou qui sont plus, compliquées, et donc là, vous venez, chez lui et puis vous descendez sa to do. Ça, c'est classique. Je sais pas si j'en ai encore, ouais, j'en ai encore quelques-unes, mais on va bientôt terminer. Heu, Certaines entreprises ne forment pas leurs salariés, bah, ça, c'est voilà, et c'est pareil pour les API. Ouais, l'histoire des API, c'est intéressant parce que dès qu'il y a une API, ça veut dire qu'on peut sortir des informations de chez vous. Donc ça veut dire qu'un concurrent, qui sait jouer avec ses API peut quasiment dire: «Bah, si tu veux faire venir tes données de chez mon concurrent, tu cliques sur un bouton et moi j'aspire tout si tu me donnes tes accès». Et ça, bah, les gens veulent pas, que leurs clients puissent, partir simplement, facilement. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de systèmes qui sont encore très fermés ou qui ont des API, très mal documentées. Heu et à l'opposé, les entreprises qui sont très ouvertes, bah, elles ont pas peur, quoi. Trouver la première mission en freelance, bon, taper à la porte des agences, bah, oui, je l'ai conseillé à plusieurs personnes qui sont rentrées dans les agences. Après, il faut que l'agence te donne des missions, mais au moins tu es rentré. C'est un premier point. Tape à la porte d'une entreprise, discuter digital avec des boîtes, le plus de boîtes possible, ça c'est super intéressant. Taper à la porte des réseaux sociaux, bah oui, créer du contenu. Et puis vous pouvez aussi taper à la porte des consultants seniors, freelance, qui eux, peuvent commencer à avoir beaucoup de missions, et
ont potentiellement des choses à donner à gauche et à droite, contre commission ou pas. Mais en tout cas, ça arrive de plus en plus pour les seniors puisque voilà, le no-code est en pleine explosion et donc quand tu es un peu visible, tu as plus de demandes que de temps à consacrer aux missions. Et puis généralement, comme tu conserves les anciens clients, il y a un moment, il y a un goulot d'étranglement assez important. Ça, c'était sur les histoires de mon organisation, sur le fait d'avoir un client par jour. Ça, c'est une exigence à mettre chez le client. Au début, c'est compliqué, mais après, ils sont franchement, leur dire, «Je prends que des jours complets», ça leur pose pas trop de soucis que ça, hein. Moi, j'ai pas eu trop de soucis, à leur imposer le fait de prendre des jours complets, mes clients personnels, encore une fois. Voilà. Donc ça, c'est l'histoire du fait que le no-code, ça peut être aussi des MVP pour des projets plus lourds et donc ça ouvre les portes du no-code aux grands groupes. Je pense vraiment qu'il faut avoir cette approche-là dans les plus grands groupes. C'est-à-dire qu'on travaille avec Airtable sur vraiment la data, le cœur du business et de l'opération vis-à-vis des données et après les logiques plus, les problématiques de scale ou d'infrastructure, elles peuvent être traitées en second, lorsque, la structure de la base de données est définie, les process sont définis, et en plus, ça va affiner le cahier des charges, global de l'outil, final. Donc, je ne sais pas si vous avez des histoires de grands groupes qui aient déjà fait ce type d'opération. Je sais qu'il y a des agences qui travaillent avec des grands groupes qui doivent avoir des retours d'expérience là-dessus, mais j'ai pas encore eu l'occasion d'échanger avec eux. Alors ça, c'était mon flop de la semaine. J'ai voulu faire un club d'entreprise pour les boîtes et au final, j'ai pas eu grand monde. C'est-à-dire que et pourtant je pense que le besoin il est fort. C'est-à-dire que, les responsables des opérations ils ont des problématiques, liées à leur métier et à à au fait de mettre, du Airtable, dans leur boîte et du no-code, ça crée des nouvelles problématiques internes. Et ça, c'est intéressant de parler avec des consultants, mais généralement, les boîtes, elles aiment bien se parler entre elles aussi. Et ne pas être parasitées dans des clubs business par les consultants qui essaient de leur vendre leur soupe. Donc moi, je voulais essayer de créer ce type de club. J'ai eu quelques demandes, mais pas assez pour lancer quelque chose. Hem, donc, on va voir. Heu, Ça me dirait bien aussi de créer, un club pour les freelances, pour discuter, de problématiques d'infrastructure, de base, d'architecture, sur des problématiques, particulières. Donc si c'est un truc qui vous intéresse, on pourrait se faire un call par mois en Zoom où on serait, je sais pas, 5, 6, 7, 8, j'en sais rien, ou peut-être 10 et où on prendra une thématique et puis, chacun ou deux trois personnes pourraient montrer, une base qu'ils ont faite en anonymisant et puis on pourrait discuter de comment on fait les choses. Parce que moi, je sais que j'adore regarder les bases des autres, ça me donne toujours 1000 idées, au niveau de tout, du nommage, de la structure, puis chacun est bon dans une dimension particulière. Donc, moi, ça m'intéresserait de faire ces échanges. Si ça vous intéresse, contactez-moi par LinkedIn et puis si, j'ai assez de contacts, franchement, on lance le truc, en mars, on lance un Zoom, et puis j'essaie de trouver une thématique intéressante, ou si vous avez une thématique intéressante à proposer, on fait ça. Mais je pense vraiment que, au-delà «j'ai un problème là-dessus», sur un problème purement technique très précis, des échanges plus globaux sur, une problématique d'architecture globale et comment vous gérez ça, je pense que ça pourrait faire grandir tout le monde. Hem, oui, ça c'était une question que j'avais eue, j'ai beaucoup échangé avec j'ai eu 2 types de populations en ce moment avec lesquelles j'échange. Il y a des personnes qui vont devenir freelance et puis il y a des gens qui, conçoivent des petits projets no code et demandent des avis et des feedbacks. Donc, là, en l'occurrence, sur les personnes qui quittent leur job et pour devenir freelance, il y a cette question de comment j'évolue, parce que c'est vrai que dans un grand groupe, tu fais carrière et là, il y a cette question de,
comment je fais pour faire ma carrière dans le monde du no-code, quoi. Et c'est vrai qu'une fois que tu as tes 8-10 clients, bah, tu peux être pépère. Ça, c'est une position, être pépère et puis gagner très bien sa vie en gardant ses clients. Et puis, il y a cette question du comment je continue à grandir, comment je continue à progresser. Alors, il y aura probablement, avec l'évolution des produits, une complexité qui fait qu'on pourra devenir encore plus expert. Mais il y a aussi d'autres choses, d'autres éléments à développer. On peut commencer à faire de la formation, on peut faire des vidéos, voilà, des lives, parce que c'est agréable et puis ça fait travailler le personal branding. On peut créer des produits, on peut être apporteur d'affaires, on peut monter son agence. Il y a plein d'opportunités possibles, mais c'est vrai que c'est une question qu'il faut se poser parce que si vous êtes débrouillard, je pense qu'au bout de 2 ans max, vous êtes en régime de croisière, vous avez suffisamment de clients. Et après, bah, se pose la question de ce que vous voulez faire dans votre vie. Je crois qu'on a bientôt terminé. Airtable ou Integromat, est-ce que ça tombe en panne? Eh bien, alors ça, c'est une grande question. Moi, il y a des pannes, hein, on va dire quelques-unes par an, mais à titre personnel, j'ai jamais eu de client qui a eu des problèmes opérationnels importants, et des conséquences importantes vis-à-vis de ces arrêts. J'ai pas eu trop de réactions, des gens par rapport à ça, mais c'est pas généralement, c'est arrivé sur des heures de travail américaines, donc ça, c'est un point qui fait que nous, on n'a pas trop été impactés. Hem, voilà, donc moi, j'ai pas de souci par rapport à ces logiques de tomber en panne. Ouais, ça, le fait de pas intéresser les jeunes, c'est plus, global lié à tous les outils de gestion, hein. Finalement, quand tu pas de problème de gestion particulière, quand tu fais pas de gestion, c'est compliqué de rentrer dans des outils. Donc Airtable, je pense que la meilleure façon de rentrer quand on est jeune, c'est peut-être, en faisant le en déployant Airtable dans un club de sport ou de musique ou je sais pas quoi, où il y a des éléments de gestion à intégrer. Mais sinon, pour soi-même, oui, on peut faire des petites to-do, de ses films préférés, heu, mais bon, ou alors faut être un fou de la productivité aussi peut-être ces gens-là, mais dans ce cas-là, ils sont généralement sur Notion. C'est pour ça que Notion aussi a explosé en 2021. Je pense que c'est plus lié à un usage personnel de productivité, alors qu'Airtable a plutôt cette logique de collaboration et globale. Je ne vais pas me faire que des amis en disant ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent Notion aussi pour la collab, mais bon, c'est mon opinion, voilà. Ça, c'est sur le côté freelance. Effectivement, il y a des gens qui se mettent freelance no code et qui ont pas encore toutes les compétences. Donc, essayez vraiment de monter en compétences parce que sinon ça peut, dénaturer le marché. Les gens peuvent commencer à ne plus avoir confiance dans ces technos s'ils voient des gens qui n'ont pas les compétences, se prôner, freelance no code. Donc bosser, bosser, bosser. Et ça, c'est ce qui a été fait ce matin. Donc, voilà, c'était, la thématique de ce matin. Voilà, donc bon, on a terminé pour aujourd'hui. Je suis désolé sur la partie, champ pré-rempli. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait un comportement différent sur les boutons et sur, l'URL. Bon, bah, il faudra que je bosse, plus la prochaine fois. Hem, que dire d'autre? J'avoue que je pense qu'il y a eu plus de gens à la fin. Peut-être que 13h, c'est un peu trop tôt. Peut-être qu'il faudra que je demande de faire peut-être un 13h30, 14h30, on va voir. Hem, à voir, je vais demander, je vais aller supplier, No Code France pour voir si je peux peut-être décaler d'une demi-heure. Je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que le 13h, 14h, c'est bon ou alors, je décale un petit peu? 13h30, 14h30. Ça empiète sur le travail des gens, à voir. C'est peut-être juste simplement que les gens étaient plus intéressés par la dernière, partie de discussion, plutôt que moi, qui, qui luttais avec mes formulaires pré-remplis. Heu, bon, dans tous les cas, merci à tous. Ouais, c'est vrai que tu bouffes et puis tu peux regarder, c'est vrai. En tout cas, merci à tous. Rendez-vous, le mois prochain. Si vous avez des petits hacks ou des choses comme ça que vous voulez même me présenter, on peut en discuter. Je vais essayer de mettre en place l'histoire
de cette réunion entre freelance pour discuter infrastructure. Je pense que ça va plaire à pas mal de gens. Heu et puis voilà. Donc bon, bah, je vous dis, à la semaine, non pas la semaine, à dans 4 semaines. D'ici là, il y aura les replays, sur YouTube. Il y aura peut-être pas le replay du préfil, voyant comment je me suis, gaufré. Mais pour le reste, ce sera mis et puis, portez-vous bien et puis à bientôt. Salut!